soir, je voudrais vous parler de ce que j'ai découvert concernant ce qu'on appelle le droit à l'avortement. Alors, je suis d'une génération qui a considéré que le droit à l'avortement avait sauvé des femmes, allait sauver des femmes, des faiseuses d'anges qui leur trouaient le ventre et qui les tuaient. J'ai considéré, comme beaucoup de femmes de ma génération, que c'était un droit pour les femmes, un droit des femmes et un incontestable progrès. Je voudrais rappeler qu'en 1971, 340 femmes ont affirmé publiquement avoir avorté, et derrière Simone de Beauvoir, elles ont affirmé 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On a appelé ces femmes, ces 343 femmes, les 343 salopes. C'était par dérision, c'était pour faire passer la chose sous un ton humoristique. Et 4 ans après cet appel des 343 salopes, la loi Veil dépénalisait l'avortement qui pouvait être pratiqué dès la 10e semaine de grossesse. Je voudrais rappeler que le 26 novembre 1974, Simone Veil, qui portait ce projet de légalisation de l'avortement, a déclaré « Je vous demande vraiment toute votre attention, ce qui va suivre est très important ». Simone Veil a dit « Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. » Voilà ce que disait Simone Veil, vraisemblablement, il n'y a pas de raison d'en douter, en son âme et conscience, en 1974. Il paraît qu'au Japon, on m'a donné cette information dont je ne connais pas la source, mais on pourrait éventuellement vérifier, quand une femme jadis subissait une fausse couche, elle organisait une cérémonie funéraire et portait le deuil. Maintenant, regardons ce qui s'est passé avec cette libéralisation de l'avortement. En 1989, on a autorisé l'avortement médicamenteux, on appelle ça IVG médicamenteuse, à l'hôpital. Le délai est passé de 10 à 12 semaines par Martine Aubry. En 2001, la loi du 4 juillet 2001 a proclamé que l'avortement était un droit véritable des femmes. En 2004, l'IVG médicamenteuse a été possible en médecine de ville. En 2009, la même chose a été possible dans des centres de planification familiale, euphémisme pour dire centre d'avortement. En 2014, on a supprimé la notion de détresse dans le recours à l'avortement. Et en 2015, on a donné toutes les améliorations nécessaires pour favoriser l'accès de l'avortement pour toutes. Et on n'a pas fini. L'avortement est un droit sexuel fondamental, nous dit la Fédération internationale du planning familial. Un droit fondamental qui fait partie de ce qu'on appelle les droits sexuels. Ces droits sexuels, on le sait par un document paru en 2008 et disponible pour tous sur la toile. Les droits sexuels sont une notion qui entend, et c'est ainsi que c'est marqué, c'est relayé par les Nations Unies, séparer la sexualité de la reproduction et séparer la reproduction de la sexualité. La Fédération internationale de planning familial, qui s'appelle l'IPPF, écrit « Aucune femme ne sera condamnée à une maternité forcée pour avoir exercé sa sexualité. » Ceci est une expression de haine de la maternité et de la vie, et c'est gravé dans le marbre. L'avortement, disent-ils, est devenu un droit opposable, comme le logement, comme la nourriture, comme le reste. On a le droit d'avorter parce qu'on a le droit de vivre et qu'on a le droit de jouir. Être enceinte est devenu une calamité qu'il est interdit d'imposer à des filles totalement libres qui couchent avec qui elles veulent. L'avortement n'est plus un droit, c'est devenu un bienfait, c'est devenu un progrès. Un journal de propagande américaine anti-Poutine a voulu diffamer la Russie, et quand le patriarche Kirill a signé une déclaration pour dire que les avortements ne devaient pas être payés par l'État, une certaine presse a prétendu que le patriarche Kirill interdit les avortements en Russie et les femmes russes seront forcées d'accoucher. Une femme enceinte va désormais être forcée d'accoucher si on ne lui permet pas d'exercer son droit à l'avortement. La procréation est donc devenue un obstacle à la jouissance.
Maintenant, je vous pose la question, la gastronomie devrait-elle être séparée de la nécessité de s'alimenter? On arrive à une espèce d'aberration de ce type. Si je mange pour le plaisir et que je me consacre à la gastronomie, ça va me faire grossir et ça risque d'altérer ma santé, j'exagère, et ça va donc altérer mon bien-être. Si je décide d'apprendre à vomir après chaque repas, j'exige un droit au vomitoire et je fais du droit de vomir une priorité principale. Ça vous convient? On en est à peu près là. En France, l'avortement est devenu une priorité nationale. Ça a été dit, ça a été écrit. Une lettre a été envoyée par un réseau périnatal à des sages-femmes pour leur proposer une formation à l'IVG médicamenteuse. Des sages-femmes qui sont là pour accoucher des femmes vont maintenant procéder à des IVG médicamenteuses. Et la lettre que j'ai eue entre les mains dit « Madame, Monsieur, chers confrères, l'amélioration de l'accès à l'IVG, notamment en ville, étant une priorité nationale et l'évolution de la législation ayant élargi les compétences des sages-femmes à la réalisation d'IVG par voie médicamenteuse, etc. etc. » C'était une convocation pour une formation. L'avortement est à présent périnatal et prioritaire. Depuis quand? Eh bien, depuis l'instruction envoyée par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes en juillet 2015 aux agences régionales de santé, c'est-à-dire dans toute la France. Les réseaux de santé en périnatalité doivent être des acteurs au service des priorités nationales définies dans le domaine de la périnatalité, et l'IVG est un de ces trois objectifs prioritaires. La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, il y a juste un an, a élargi les compétences des sages-femmes à la réalisation d'IVG médicamenteuses. Donc le métier de sage-femme ne consiste plus à accoucher les femmes, mais à leur permettre de tuer le fœtus qu'elles portent. Il faut maintenant l'avortement pour toutes. La loi permet à toute femme enceinte, y compris mineure, qui ne veut pas poursuivre sa grossesse, de demander à avorter. Écoutez l'hypocrisie. On dit aux jeunes filles mineures, vous pouvez choisir de demander leur consentement à l'un de vos parents ou à votre représentant légal et ainsi être accompagné par un de ses proches dans votre démarche d'IVG. Cependant, si vous voulez garder le secret vis-à-vis de vos parents, l'IVG et les soins qui leur sont liés seront pratiqués à votre seule demande et pris en charge à 100% sans avance de frais. C'est la promotion de l'irresponsabilité. Je couche, tu couches, elle avorte. Et l'État paye, c'est-à-dire la collectivité. Le professeur Israël Nissan, qui dit lutter contre la corruption des mineurs par la pornographie, mène un noble combat. Il propose pour cela l'éducation sexuelle à l'école. Et sur France Info, à l'émission Si j'étais président, il a dit la semaine dernière: nous n'éduquons pas nos jeunes, mais rassurez-vous, la pornographie le fait à notre place. Tous les pays autour de nous le font sans tabou, c'est-à-dire qu'à l'âge de 4 ans, on apprend le respect de soi-même, à l'âge de 6 ans, on apprend mon corps est à moi, on n'appartient pas à ses parents, les parents ne peuvent pas toucher votre corps quand ils vous donnent le bain. C'est ça qu'il faudrait imiter. Vous n'allez plus pouvoir toucher vos enfants quand ils prennent leur bain. Rassurez-vous, c'est pas à vous qu'on va l'interdire, on va apprendre à vos enfants à vous le refuser et on leur apprendra à l'école. Le professeur Nizan poursuit, à l'âge de 8 ans, on apprend le respect de l'autre, tout ceci est fait par des maîtres ayant une formation pour cela, comme c'est fait dans les pays voisins. Et à l'âge de 11-12 ans, avec des intervenants extérieurs, on apprend ce qu'est la sexualité, comment on peut se protéger des écueils de la sexualité en début de vie sexuelle, que ce soit les grossesses non prévues ou les affections sexuellement transmissibles. On nous promeut pour les 11-12 ans l'idée qu'on va apprendre aux jeunes à avoir des relations sexuelles sans risquer des grossesses, et quand on aura des grossesses, malgré tout, vous avez compris par quelle case cela passera. Notons au passage que ce que se dit le professeur Nizan, c'est les enfants n'y appartiennent pas à leurs parents qui n'auront plus le droit de les toucher, et on va inculquer ça aux bambins à l'école. Mais qui va l'inculquer aux bambins? Eh bien, l'école fournira une éducation à la sexualité et non plus une éducation sexuelle. Les enseignants devront donc se former, parce qu'un professeur de sciences naturelles, un professeur de mathématiques ou un professeur de littérature n'a pas la formation nécessaire pour faire de l'éducation
à la sexualité ni d'éducation sexuelle. Donc il faut former les professeurs. Si on veut imposer l'éducation sexuelle à l'école, il faudra donc former les enseignants. Eh bien, le ministère a prévu pour eux que l'acquisition de compétences et d'actions de formation sur la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que ça, bon, ça c'est sous-tendu, l'éducation sexuelle, c'est d'abord l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne sais pas à quel moment on va pouvoir imposer que les hommes aient également droit à l'avortement, mais enfin pour l'instant on n'en est pas encore là, mais on s'en approche. Donc l'acquisition de compétences et d'actions de formation sur la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi sur l'éducation à la santé. Alors la santé, c'est la santé sexuelle telle qu'elle est comprise par ces fous. Et qui va donc dispenser ces formations en direction des maîtres? Eh bien, ce sont des centres de planification et d'éducation familiale, les CPEF, ou bien des établissements d'information, de consultation et de conseil familial, EICCF. Donc deux associations de promotion de la santé et du bien-être familial en direction des maîtres. Ces deux établissements sont donc compétents en matière de planification familiale, d'éducation familiale et de conseil familial, bref, à des choses qui ont à voir avec la famille. Eh bien, le mensonge est énorme parce que ces deux organismes, quand vous cliquez leurs mots, leurs noms sur Internet, vous rentrez directement dans le site ivg.gouv.fr, le site du ministère de la Santé dédié à l'avortement, tout l'avortement, rien que l'avortement, la promotion de l'avortement sous toutes ses formes. Aujourd'hui, à titre tout à fait officiel, planifier, éduquer et conseiller une famille consiste à tuer les bébés à naître. L'éducation sexuelle à l'école est devenue l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire comprendre comme l'éducation à la jouissance, présentée comme un but en soi et un signe de bonne santé. L'avortement est effectivement devenu la solution pour les conséquences d'une sexualité désacralisée, débridée, séparée non seulement de la reproduction, mais également de la personne, de sa liberté, de ses choix de vie. Une sexualité ramenée à la seule recherche de la jouissance immédiate par tous les moyens possibles. C'est la révolution sexuelle qui a été voulue par les eugénistes de Margaret Sanger et les pédocriminels d'Alfred Kinsey et de tous leurs successeurs. Une génération complète a été brisée, la mienne, les autres ont suivi, mais la première, c'est la mienne. Et en plus, on ment en disant IVG. On devrait dire avortement. Parce qu'une IVG, c'est une interruption volontaire de la grossesse. Or, est interrompu ce qui peut être repris. Si j'appuie sur un interrupteur pour interrompre la lumière, quand j'appuie sur l'interrupteur de l'autre côté, je rétablis la lumière. Or, l'avortement est irréversible. Ce n'est pas une interruption volontaire de grossesse. C'est un meurtre. C'est une fin de grossesse, une fin définitive, et ça n'est pas une interruption. Donc l'IVG est un euphémisme mensonger. L'énoncé des droits sexuels dont je vous ai parlé parle également des droits reproductifs. On dit les droits sexuels et reproductifs. Or, nulle part dans ces droits sexuels n'est inscrit le droit de donner la vie et de faire des bébés. Nulle part il n'est inscrit dans cette déclaration d'offrir aux jeunes filles et aux femmes qui se retrouvent enceintes sans l'avoir voulu de mener à terme leur grossesse et de les aider à élever leur enfant. Cette solution est d'emblée exclue. La fille qui couche, qui n'a pas voulu être enceinte et qui se retrouve enceinte n'a pas d'autre perspective que de passer par la case avortement. Pire, dénoncer ces droits comme relevant d'une culture de mort va bientôt peut-être relever du pénal. Laurence Rossignol, encore ministre des familles, avant on était ministre de la famille, maintenant on est ministre des familles, vous avez compris ce qui est arrivé pour changer l'appellation. Donc, des familles, de l'enfance et des droits des femmes veut élargir le délit d'entrave à l'IVG au site internet qui diffuse des informations biaisées, disent-ils, sur l'avortement dans le but de dissuader les femmes d'y recourir. Il va tomber sous le coup de la loi de dire aux filles d'attendre l'amour pour faire l'amour. Qui promeut l'avortement depuis des décennies? Le planning familial. Et qui est le planning familial?
À l'origine du planning familial, une américaine, Margaret Sanger, militante eugéniste. Petit florilège de ses déclarations. En 1920, elle déclarait « L'acte le plus charitable qu'une famille nombreuse puisse faire pour l'un de ses enfants en bas âge, c'est de le tuer. » On ne parle pas d'avortement, là on parle d'infanticide. En 1922, elle écrit « Les services de maternité pour les femmes des taudis sont nuisibles à la société et à la race. La charité ne fera que prolonger la misère des inaptes. » Et en 1934, elle déclarait « Aucune femme et aucun homme n'aura le droit de devenir parent sans un permis de parenté. » Ça, c'est les lendemains qui chantent, qui étaient préparés par Margaret Sanger, fondatrice et inspiratrice du planning familial. En 1956, en France, un certain Pierre Simon, franc-maçon, par choix évidemment, il n'est pas tombé dedans quand il était petit, il en a fait le choix, s'est inspiré de Margaret Sanger et il a fondé Maternité Heureuse, la branche française du planning familial international, qui a été subventionnée par la fondation Rockefeller, comme l'a été Alfred Kinsey. Au sein du planning familial français, un autre franc-maçon de la Grande Loge, Richard Dupuis, et Daniel Meyer de la Ligue des droits de l'homme. Pierre Simon a publié, après mai 68, un rapport, dit rapport Simon, sur le modèle du rapport Kinsey qui voulait changer les mœurs. Le rapport consiste à publier un état des lieux des pratiques intimes des gens pour faire changer les pratiques de ceux qui ne vont pas s'y reconnaître. C'est-à-dire que si on vous explique que 15% des hommes pratiquent la sodomie, alors que c'est faux, vous allez vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis donc pas normal. Eh bien, ne riez pas, c'est comme ça que ça s'est fait. Le rapport Simon avait comme but de changer les mœurs. Ils ont voulu faire d'abord changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement, ainsi que l'utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif en France. En 1960, Maternité Heureuse est devenu le mouvement français pour le planning familial et dit le planning familial qui a adhéré à l'IPPF. Donc le planning familial français fait partie de la même fédération que l'IPPF dont je vous ai fait un tout petit florilège des abominations qu'il publie. Et Pierre Simon a déclaré la mise en place de l'éducation sexuelle à l'école qui sera décidée ensuite par le ministère de la Santé. Donc c'est bien le planning familial qui est à l'origine de la sexualisation des enfants à l'école et de cette promotion de l'avortement. En juillet 2015, des journalistes ont piégé aux États-Unis le docteur Deborah Nakutola de l'IPP américain. Ces gens se sont fait passer pour des chercheurs qui voulaient acheter des organes fétaux et le docteur Nukatola leur a expliqué tous les détails du prélèvement par vivisection sur des fœtus presque à terme. Le docteur Nukatola estime à $500 ce que chaque avortement rapporte au planning familial américain, qui est riche à millions. Indignés, des associations pro-vie ont demandé le gel des subventions publiques au planning familial américain. Barack Obama s'y est opposé. Alors, dans l'intervalle, un certain Donald Trump a été élu et lui a dit qu'il voulait remettre de l'ordre. Et je crois qu'il a pressenti pour le ministère de la Justice un partisan pro-vie, donc qui allait remettre en cause toute cette politique. Mais sous la présidence Obama, la procureure qui a été chargée de l'enquête qui a immédiatement été déclenchée après cette interview scandaleuse s'appelle Lauren Reading. Elle était membre du bureau du planning familial américain. C'est un cas typique de conflit d'intérêts qui justifiait qu'on récuse la juge. Eh bien, elle n'a pas été récusée et les subventions publiques ont continué de pleuvoir sur le planning familial américain. Cécile Richards, qui est la PDG du planning familial américain. Alors PDG comme une entreprise, hein, planning familial, ça pourrait prétendre être une association qui vient au secours des femmes, pas du tout, c'est une entreprise. Et elle perçoit, Cécile Richards, $590 000 par an. Mais 87% de ses salariés touchent plus de $100 000, 37% d'entre eux touchent $200 000 par an et 13% $300 000 par an. C'est-à-dire que l'avortement est une affaire qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
La folie déclenchée par cette généralisation de l'avortement a fait qu'une philosophe qui s'appelle Dr Francesca Minerva a écrit en 2012, avec une candeur absolument scandaleuse mais absolument authentique en même temps, qu'elle est philosophe, donc elle produisait de la philosophie. Elle a écrit « Les médecins devraient pouvoir tuer des nouveau-nés qui n'ont pas de droit moral à la vie s'ils n'ont pas été désirés. » Des nouveau-nés. C'est-à-dire qu'une philosophe s'est permis de promouvoir l'infanticide, pas la destruction d'un fœtus à naître, mais d'un enfant déjà né. Il y a bien sûr une levée de bouclier. Cette malheureuse docteure Francesca Minerva a été épouvantée de voir les menaces de mort qu'elle a déclenchées. Elle a dit, mais enfin écoutez, je ne sais pas, c'était juste une idée, j'ai juste écrit ça comme ça. Eh bien oui, c'est toujours comme ça que ça commence. Ça commence juste par une idée qui a été écrite. Et ensuite, les choses suivent leur cours. Je voudrais rappeler également, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais je voudrais le rappeler, que le collagène qu'on met sur le visage pour avoir des crèmes de beauté, si c'est un collagène humain, c'est celui qui va donner la plus belle crème et la crème la plus efficace. Et le collagène humain, c'est sur les fœtus qu'on en trouve. Alors, écoutez un extrait d'un article que j'ai tiré du Parisien du 16 avril 2010. Je cite « Fabriqué en Suisse et lancé il y a quelques mois en toute discrétion aux États-Unis, Neocutis, la première crème anti-rides à base de fœtus humains, est depuis quelques jours au centre d'une grosse polémique. Les précieuses cellules ont en effet été obtenues à la suite d'un avortement, ce qui provoque les foudres des associations catholiques pro-life américaines, mais aussi européennes. Car si ce produit n'est pas autorisé à la vente en Europe, on peut facilement se le procurer via le web, la toile, moyennant 90 €. Il se trouve qu'une patiente qui avait avorté nous a fait don de quelques cellules de peau sur son fœtus, explique Frédéric Cohn, le fabricant de Neocutis. Ensuite, nous avons reproduit ces cellules en laboratoire afin de faire nos crèmes et en aucun cas nous n'encourageons l'avortement. Voilà, merci, donc tout va bien. Il se sert de fœtus avortés, mais il n'encourage pas l'avortement. Il n'y a pas besoin qu'il l'encourage, d'autres gens le font, ce sont nos ministères, ce sont nos gouvernants. Pour avoir une belle peau, on utilise des fœtus. Est-ce que les femmes savent à quoi vont servir les enfants qu'elles n'auront pas mis au monde? Est-ce qu'elles sont d'accord? Et est-ce qu'il va bientôt tomber sous le coup de la loi du délit d'entrave à l'IVG? Que de le dire. En conclusion, l'avortement est devenu une grande cause mondiale au cœur des droits sexuels. L'argument en son temps a été reçu par des femmes comme moi, je le confesse, quand j'avais 20 ans, j'ai cru à ces choses-là. La liberté des femmes, le droit des femmes, la santé des femmes, le bien-être et la destinée des femmes. On a promu l'avortement pour lutter prétendument contre les maux des avortements clandestins. Et toutes les campagnes des Nations Unies pour justifier l'avortement, c'est de dire tant de femmes meurent d'avortements clandestins, donc pour qu'il n'y ait pas d'avortement clandestin, au lieu d'aider les femmes à mettre au monde les enfants qu'elles ne veulent pas, de les aider à l'accepter et à le vivre bien. On va promouvoir l'avortement pour tous. Comme on a promu l'éducation à la sexualité pour lutter contre l'éducation par la pornographie, ce que nous dit le professeur Israël Nizan. Puisque les enfants se forment par la pornographie, formons-les en dehors de la pornographie. Je dis ici, et je pense que je le redirai à chaque occasion, les enfants n'ont pas à être éduqués à la sexualité parce que les enfants sont des enfants et que la sexualité ne les regarde pas tant qu'ils sont des enfants. Voilà. Donc toute l'hypocrisie consiste à dire qu'on lutte avec un moindre mal contre un mal pire. On pourrait supprimer la pornographie sans pervertir les enfants à l'école. On peut lutter contre les faiseuses d'anges sans promouvoir l'avortement. On peut soutenir les femmes en détresse pour les aider à donner la vie. Et on peut surtout apprendre aux jeunes à jouer à des jeux de leur âge. Les enfants n'ont pas à être sexualisés. Il s'agit maintenant de remettre la sexualité à sa place, le couple, l'intime et le sacré, et la reproduction de l'espèce pour la perpétuation de la vie. Je vous remercie. Excellent.